Julien, du coup, tu as lancé ta newsletter Screen Break. Exactement. Déjà, la première question, c'est d'où ça t'est venu, cette idée de lancer cette newsletter et de parler de tous ces sujets-là d'addiction aux écrans et comment réduire son temps d'écran? Ça vient d'assez loin. Ça n'a pas été du jour au lendemain un sujet qui m'a d'un coup transcendé. C'est plusieurs petits sujets, petites observations que je me faisais pour moi-même et des discussions que j'avais aussi avec pas mal de gens autour de moi. Finalement, je me suis rendu compte que la technologie, dans son ensemble, Mhm. était vraiment omniprésente, quoi. Ouais. Partout, au travail, au bureau, chez soi, partout, même dans nos trajets, etc. C'est devenu vraiment des extensions de nous-mêmes. Et en fait, je me suis fait une petite réflexion un peu perso, parce que moi, je voyais que j'avais beaucoup de problématiques, on pourra en reparler si tu Ouais. veux, avec ça. Et je me suis dit, en fait, ces technologies sont arrivées avec fracas, euh, sans aucun mode d'emploi, en fait. C'est-à-dire que d'un coup, sont devenus des outils, des choses qu'on utilise pour à peu près environ 60% de notre temps libre. Donc c'est quand même assez faramineux. Et en fait, personne nous a vraiment dit comment les utiliser, quels pourraient être les impacts primaires ou secondaires, quoi, à court terme, à long terme, notamment sur nos facultés cognitives, sur la manière qu'on a d'interagir avec le monde, les choses, nous-mêmes, les autres, ses amis, ses partenaires, etc. Autant de sujets qui sont du coup très passionnants parce que très reliés à l'humain. Mm. Et donc cette dualité, cette relation, on va dire homme-machine, m'intéressait beaucoup et notamment dans les aspects parfois un petit peu pernicieux. Ouais. Et donc c'était un sujet qui m'intéressait. Côté pro, j'avais beaucoup de problématiques de concentration, de productivité, d'usage des outils digitaux qui, j'avais l'impression, m'inhibaient un petit peu. T'as des exemples en particulier? Ouais, bah là, je pense directement aux outils de messagerie interne, aux emails, etc., qui sont des outils qui, normalement, étaient arrivés avec pour mission de nous aider à être plus productifs, et qui, à cause de ce à quoi ils contribuent, c'est-à-dire du stress, du FOMO, est-ce qu'on a loupé quelque chose, est-ce qu'on a reçu une notification, etc. Donc, on est pas mal dans l'urgence. Et en fait, j'arrivais jamais à me concentrer plus de 20 minutes sans checker mes emails, sans checker Slack. Et même si j'avais pas de notification, c'est là où c'est encore un peu plus pernicieux, c'est que mon cerveau lui-même, à chaque fois que j'avais un petit moment de flottement, d'inaction, me poussait à aller checker comme un réflexe, quoi. Et donc je voyais que ces outils-là, en tout cas l'usage que j'en faisais, avait eu un impact très négatif, quoi, sur ma performance et donc mon bien-être derrière, parce que moins de sentiment d'accomplissement, j'arrive à la fin de la journée épuisé, avec le sentiment du devoir mal accompli. Ouais. Donc voilà, je sais pas si tu vois un Ouais, peu. ouais, je vois ce que tu veux dire, Ouais. ouais. Ça peut m'arriver de temps en temps. Ça me fonctionne surtout par phase. Moi, il y a des phases où je suis un peu ouais, victime, on va dire, des écrans, et d'autres phases où ça va, j'arrive à mieux gérer. Ouais. Tu parles d'un livre aussi que tu as lu qui t'a un peu fait un choc, Ouais, La civilisation du poisson rouge. exactement. Ouais. Tu peux m'expliquer brièvement? Ouais, alors c'est vrai que j'ai dit que ça arrivait d'assez loin, etc. Mais il y a quand même un livre, il y a 3 ans, je crois que c'était en 2020, pendant le confinement que je l'ai lu. Donc voilà, un bon moment pour parler de ces sujets-là. Ouais, grave. La civilisation du poisson rouge, donc de Bruno Patino, qui en fait a mis des mots très clairs, très précis sur un sentiment que j'avais et que je pense on a tous, c'est-à-dire que notre capacité d'attention, elle est en baisse drastique, elle est éparpillée et il y a, on va dire, un grand coupable euh, qui sont les big tech et on va dire tous les acteurs de l'économie de l'attention. On pourra revenir si tu veux sur le sujet, mais tous les acteurs dont le business model est de capter ton temps pour faire un maximum de profit et vendre ton temps aux annonceurs. Et malheureusement, ce business model a fait que la majorité des gens, on va dire naïvement, mais bon, j'en faisais évidemment partie, sont allés à fond dans ces outils qui sont gratuits, évidemment. Donc tu connais sûrement la fameuse phrase Quand c'est quand c'est gratuit, gratuit. pas le produit. Exactement. Bon, évidemment, c'est une phrase qu'on dit un petit peu comme ça, mais en s'y penchant vraiment, je me suis rendu compte à quel point du coup j'étais manipulé et à quel point aussi je faisais des actions par réflexe qui
qui me tirait vers le bas en fait, qui n'était pas du tout, qui servait pas du tout mes intérêts. Alors malgré que les algorithmes sont de plus en plus personnalisés, c'est pas forcément personnalisé pour que tu en tires de la valeur. Ouais. C'est plus pour que ça t'intéresse, pour que ça te procure beaucoup de plaisir immédiat, etc. Pas forcément pour tes ambitions, tes objectifs long terme. Donc je me suis rendu compte que les acteurs de l'économie de l'attention étaient parfois, en tout cas quand ils sont trop utilisés ou mal utilisés, un vrai inhibiteur d'ambition, si j'ose dire. Et surtout un bouffeur de temps, quoi. Ouais. On pourra reparler plus tard de vraiment des modèles de construction de ces algorithmes. Ouais. Avant ça, tu as des chiffres là du coup par rapport à tout ce que tu dis qui sont représentatifs de cette tendance justement de baisse d'attention. Ouais, alors on a donc c'est ce que met en avant Bruno Patino, donc la fameuse capacité d'attention à 8 secondes qui est en dessous du poisson rouge qui est de 9 secondes. Alors il y a évidemment plusieurs études qui se chevauchent un petit peu. J'en aime bien une autre qui est de Gloria Mark, qui est une autrice assez célèbre aux États-Unis sur le sujet de l'attention et qui parle d'attention devant un écran. Donc c'est celle qui nous intéresse par exemple quand on travaille ou même quand on regarde un film, une série, etc. Qui est de 44 secondes. Il y a 15 ans, il était de plus de 2 minutes. Ok. Donc plus de 2 minutes, donc c'est à peu près 130-140 secondes, donc divisé par 3 en 15 ans. Donc voilà, on se demande un petit peu jusqu'où ça peut mener et surtout on voit à quel point ça va vite. Ouais. Et à quel point aussi il n'y a pas grand-chose qui est fait pour endiguer cette courbe, quoi. Et alors, du coup, cette courbe, tu remarques qu'elle est linéaire pour l'instant ou alors elle a une forme un peu plus convergente? C'est assez logarithmique quand même. Okay. C'est-à-dire que ça a fait une grosse chute à l'arrivée du smartphone, des premières années des réseaux sociaux. Il y a quand même une assez nette chute depuis l'arrivée du contenu très court, de TikTok, d'Instagram, etc. Enfin, de TikTok puis d'Instagram, puisqu'évidemment, la guerre de l'attention a fait que Instagram, même YouTube a copié TikTok qui marchait bien. Donc il y a quand même, je pense pas qu'on va arriver à 5 secondes d'attention devant un écran, mais ça baisse. C'est en nette tendance tous les 2 ans, je crois, il y a des études qui sont faites et c'est toujours en baisse. Et peut-être en chiffres un peu plus sur les usages quotidiens, on ouvre notre portable, on déverrouille notre portable 221 fois par jour en moyenne. Donc toutes les 6 minutes quand on est éveillé. Donc c'est quand même assez invraisemblable. Et la majorité de ces usages, je pense que tu l'as remarqué, c'est je prends mon téléphone et je sais même plus ce que je voulais regarder. Je voulais regarder l'heure, mais finalement je regarde autre chose et je me souviens pas de l'heure en fait que je voulais regarder. Donc voilà, on perd beaucoup d'intention, c'est très réflexe, il y a beaucoup d'automatismes qui se mettent en place. Et en fait 221 fois par jour on ouvre notre portable. Difficile de rester concentré quand on a cet outil qui est de cette nature-là, quoi. Ouais, c'est flippant. Ouais. Et puis ça amène à se poser la question de quand est-ce qu'on va arriver à se stabiliser par rapport à cette chute. Donc c'est assez flippant, je suis d'accord avec toi. Il y a aussi une tendance au niveau du flow. Le flow pour se concentrer au travail, comme tu disais. Je peux te laisser expliquer ce que c'est? Ouais, le flow, on pourra parler aussi de deep work, c'est des termes qui sont assez corrélés, même si c'est différent. En effet, tu as maintenant une rareté du travail, on va dire, en profondeur, c'est-à-dire un travail de pleine concentration, de plein engagement dans sa tâche. Bon, évidemment, les chiffres dont je t'ai parlé, ça évoque un mot qui est devenu assez courant, qui sont les distractions. Donc on peut imaginer qu'il y a une vraie problématique pour se concentrer quand on a autant de distractions, que ce soit externes, donc avec les notifications, les emails qui pop, etc., ou les notifs Slack, et les distractions internes, donc c'est-à-dire les petits inconforts du cerveau, type je m'ennuie ou ma tâche est trop difficile, etc. Et où là, directement, on va vouloir aller se réfugier sur nos outils, etc. Le flow, c'est un état mental de pleine satisfaction, de plein engagement. C'est une expérience riche qui donne vraiment du sens à tes efforts. Si tu veux, les sportifs appellent ça être dans la zone. Donc c'est vraiment un état de lucidité maximum où on perd un petit peu la perception du temps. Okay. Donc on l'a tous plus ou moins vécu, tu vois, au travail ou même quand on fait du sport ou quand on écrit quelque chose ou quand on
fait une petite œuvre artistique. Voilà, on a tous plus ou moins expérimenté cet état où on a l'impression que tout est fluide, tout est simple, et où chaque décision, chaque action découle de la précédente de manière très naturelle, quoi. Et en fait, cet état-là est de plus en plus rare. Et le grand défi de notre époque, c'est qu'il est aussi de plus en plus précieux. Parce que en fait, le travail en profondeur, celui où on va aller chercher de la pensée complexe, de la pensée profonde, c'est là où on va vraiment créer de la valeur. Donc, c'est ce pourquoi on a été recruté, c'est pour faire du travail de qualité, de profondeur, qui ne va pas rester vraiment en surface. Et malheureusement, à cause de cette hégémonie technologique et qui te distrait, énormément de mal à se concentrer longuement et à rentrer dans cet état de flow. Donc, le travail en profondeur, on appelle ça deep work. Donc, c'est un concept qui est venu de l'auteur Cal Newport. Donc, si tu n'as pas lu, je te conseille absolument tous ses livres. J'ai le livre chez moi, mais je ne l'ai pas ouvert encore. Absolument génial. C'est vraiment ma Bible. Et en fait, évidemment, le deep work est une condition on va dire nécessaire, mais pas suffisante à la création du flow. Donc, pour être dans le flow, si tu veux aller sur ça d'abord, on doit s'inspirer un petit peu des jeux vidéo. Donc, tu vois, les jeux vidéo, ils savent exactement te mettre dans cet état-là. La première chose, donc, c'est d'être concentré. La deuxième chose, c'est d'avoir dans la matrice entre le défi et la compétence, que les deux soient à un niveau élevé, mais que ce soit équilibré. C'est-à-dire que dans un jeu vidéo, si c'est trop difficile et qu'on n'a pas la compétence pour y arriver, en fait, on va vite abandonner, on va s'ennuyer, etc. On va surtout vite abandonner, ça va nous démotiver, etc. Et si c'est trop facile, pendant 5 minutes, on va dire « Ah, c'est trop bien, je suis fort, etc. » Mais on va s'ennuyer très vite. Et en fait, c'est un petit peu cette idée-là qu'il faut essayer de réitérer, c'est-à-dire avoir une tâche assez ardue, assez complexe, mais où on sent qu'on a quand même les capacités de le faire. Et que les deux soient sur l'échelle, sur la matrice assez élevée. Le flow, il y a d'autres conditions, évidemment, on ne peut pas le créer, et même si on a tout ce qui est prérequis, ça va pas forcément arriver, mais il y a plusieurs trucs pour le mettre en place. Donc tu as ce côté-là, tu as évidemment de bâtir ta forteresse de concentration, donc mettre ton téléphone dans une autre pièce par exemple, pour vraiment enlever tout signal et toute distraction un peu externe. S'observer un petit peu, tu vois, si tu as faim, si tu es fatigué, etc., c'est peut-être pas forcément le moment de te mettre dans une volonté de te mettre en flow, parce que tu vas avoir un inconfort qui va te pousser à la distraction. Et après, tu as d'autres choses un petit peu plus précises. Donc, tu dois avoir des objectifs clairs. Tu dois savoir pourquoi tu fais les choses. Ça, c'est hyper important. Tu sais qu'on assiste à une perte de sens un peu généralisée de pourquoi on fait les choses, etc. Donc, c'est important d'avoir des objectifs clairs sur ta tâche que tu veux réaliser. Et aussi un feedback immédiat. En fait, c'est là où les jeux vidéo sont très forts, c'est que tu vois, tu as des sortes de barres de progression. C'est très gamifié. Et en fait, c'est là où ça va être intéressant, c'est là où ça va t'aider à voir où t'en es et là où tu vas. Okay. Et c'est ça, en fait, qui crée pour le cerveau cette sensation où tu vas pouvoir vraiment te laisser aller et rentrer dans le flow. Donc voilà, pour la petite anecdote, il y a une édition de ma newsletter qui était vraiment axée sur le flow. Et moi, d'instinct, je me suis dit, en fait, le flow, c'est le moment où tu utilises 50% de ton cerveau au lieu de 10%, etc. C'est le moment où tu utilises le maximum de ton potentiel. Et en fait, c'est tout l'inverse qui se passe. En fait, ton cerveau, et notamment le cortex préfrontal, est assez inhibé pour justement laisser la place à une attention soutenue sur quelque chose en particulier. Et donc, en fait, c'est vraiment beaucoup de zones du cerveau qui s'éteignent un petit peu et qui laissent la place à un sentiment de flow. En fait, le mot est assez phénoménologique. Donc, c'est un peu ce que ça nous fait ressentir. Voilà. Tu es vraiment déconnecté au final, mais connecté avec toi-même et avec ce que tu es en train de faire. C'est de la vraie connexion à soi-même, quoi. J'avais cité le sport, parce qu'en fait, c'est souvent là où on entend parler de la zone et du moment de flow. C'est vraiment, au tennis, quand tu réussis 10 premières balles d'affilée, même au basket, quand tu réussis à mettre 10 paniers d'affilée, c'est des moments où en fait, on a l'impression qu'on est touché par la grâce.
C'est vraiment le Graal. Dans le travail, c'est hyper épanouissant. Parce qu'on a vraiment le sentiment d'avoir avancé, d'avoir progressé intellectuellement, d'avoir fourni quelque chose de qualité. Et ça, en fait, c'est hyper important pour se sentir compris, pour se sentir épanoui au travail. Et je pense que les entreprises devraient un peu plus le comprendre et essayer de mettre dans les bonnes dispositions les salariés à ce niveau-là, quoi. Ok. Donc tu parlais de Deep Work. Ouais. C'est un système pour entrer dans le flow. Ouais. J'ai pas lu du coup le livre de Cal Newport, mais tu peux essayer de me résumer un petit peu ce système de Deep Work? Ouais, bien sûr. Donc l'idée du Deep Work, elle est toute simple. C'est vraiment une plus ou moins longue période de concentration soutenue sur une seule tâche, Ok. sans distraction. Et donc le Deep Work, c'est une expérience à la fois très efficace, parce qu'on est plus productif, on sort quelque chose beaucoup plus vite, à contrario de quand tu es constamment en train de jongler entre plusieurs tâches sans vraiment faire avancer une en particulier. C'est très bon pour la productivité. C'est très bon aussi pour ton bien-être. Donc comme on disait un petit peu, tu as vraiment le sentiment du devoir accompli. Et donc en fait, pour Cal Newport, c'est vraiment la clé du travail de demain, et c'est même revenir à l'essence du travail. C'est vraiment travailler moins mais travailler mieux. Okay. Donc ça fait un petit peu sens avec tous les sujets de la semaine de 4 jours, du bien-être au travail, etc. Je pense que c'est un truc vers lequel on tend. Savoir travailler concentré, intensément sur des choses qui ont de la valeur, plutôt que de passer sa journée à faire ce qu'il appelle, Cal Newport, du shallow work, ou alors du work for work, c'est-à-dire des petites tâches. Tu réponds à un mail, puis tu vas regarder un petit peu Slack pour voir ce qui se passe. Tu vas checker ton téléphone pour voir si tu n'as pas des emails de prospects. Tu vas faire des micro-tâches par-ci par-là, où tu sais profondément que tu n'avances pas vraiment dans ce pourquoi on t'a embauché, entre guillemets, mais qui va t'apporter un peu de satisfaction, un peu de dopamine. Et voilà. Et en fait, le constat de Cal Newport, qui à mon sens est véritable, et j'ai pu le voir dans mon entreprise et même avec les témoignages de beaucoup de gens à qui je parle et qui lisent notamment ma newsletter. C'est vraiment quelque chose qui se raréfie, qui n'est pas forcément mis en valeur par les boîtes, qui veulent beaucoup d'urgence, et où du coup on se retrouve à sacrifier un peu sous l'autel de l'urgence l'importance des choses et ce qui a vraiment de la valeur. Donc pour lui, c'est vraiment la clé de l'épanouissement, et la concentration, c'est ce qu'il appelle le nouveau QI. C'est vraiment pour lui le futur du travail. Ouais. En tout cas, c'est ça qui va distinguer ceux qui réussissent de ceux qui ne réussissent pas. Donc voilà, c'est un petit peu cliché de dire ça, mais je pense honnêtement que la concentration, l'attention sont un peu les socles de ta performance, de ta motivation, de ce qui va te permettre d'accomplir les choses qui te font vraiment rêver. Et en ce sens, pour moi, il a tout compris. Totalement. Si on vit dans une économie de l'attention, c'est là-dessus que ça se base, quoi. Exactement. Ouais. Et alors concrètement, comment est-ce que tu fais pour rentrer dans cet état pour faire du deep work, justement? Ouais. Alors, il n'y a pas de recette miracle. Ouais. Chacun a ses moments de la journée où il se sent le plus énergique. Pour certains, pour beaucoup, c'est le matin, comme moi par exemple. Pour certains, c'est plutôt en fin de journée. Pour certains, c'est juste après le déjeuner. Bon, c'est assez rare, mais ça arrive. Donc déjà, il s'agit... On ne peut pas le faire toute la journée, le deep work, ça n'existe pas, de se concentrer vraiment intensément pendant 8 heures. Donc il s'agit déjà de cibler les moments de la journée où on est le plus en forme. Moi, je sais que c'est quand je me lève, je me laisse 30-45 minutes sans écran, on y reviendra, pour vraiment me mettre dans un état de clarté mentale. Et après, je peux me mettre dans un état de deep work. Donc, un deep work, c'est quoi? C'est des sessions d'1h30, 2 heures, où on va avoir une tâche précise en tête. On ne peut pas avoir 50 choses à traiter ou 50 choses à faire. C'est vraiment un sujet, un truc qu'on veut tacler. Donc il faut que ce soit clair pour nous. Il faut qu'on sache pourquoi on le fait, ce qu'on va faire et pourquoi on le fait. Qu'on le fasse au bon moment. Et aussi et surtout, enlever toute distraction. Donc le portable. Moi, ce que je recommande absolument, c'est de le mettre dans une autre pièce. Alors pour certains, ça marche de le cacher, entre guillemets, derrière son ordi par exemple. Ou de le mettre face cachée en dessous d'une pile de livres. Voilà. Chacun ses petites astuces. Le but, c'est de réduire la friction au maximum, quoi. Ouais, alors c'est d'augmenter la friction entre toi et le téléphone, oui. Mais de réduire la friction entre toi et la tâche que tu dois accomplir. Ouais. C'est vraiment ça. Donc voilà, c'est vraiment super important. Et après, fermer tous ces onglets, se concentrer sur
l'onglet sur lequel tu veux travailler. Donc vraiment te mettre dans les meilleures conditions, les meilleures dispositions, et bâtir un petit peu cette... j'aime bien le terme de forteresse, quoi. Il faut vraiment que tu aies un espace à la fois physique et mental pour pouvoir te concentrer. Donc moi, je mets un casque anti-bruit. Ma copine, elle sait qu'elle ne doit pas me déconcentrer pendant ces 2 heures-là du matin. Donc voilà, pas hésiter vraiment à communiquer, quoi. Même au travail, aller dire aux gens, voilà, moi, entre 9h et 11h, j'ai pas envie d'être déconcentré. Le casque anti-bruit, on va dire que c'est un bon truc pour dissuader les gens de venir t'embêter. Mais voilà, faut comprendre que c'est vraiment un truc important. Il y a d'autres moments dans la journée où tu peux communiquer, où tu peux être dans la collaboration avec l'équipe, etc. Ce moment, il est assez sacré. Donc voilà, donc faut vraiment se bâtir une forteresse de concentration, enlever les distractions, choisir le bon moment dans la journée, choisir la bonne tâche aussi. Pas une tâche immensément complexe, ou alors la découper en plusieurs tâches un peu plus faciles, ou en tout cas un peu plus claires pour toi. Ouais. Et voilà, il y a sûrement d'autres choses, mais c'est j'ai une liste de choses après qu'on pourrait évoquer. Mais en gros, il s'agit aussi de se construire une sorte d'habitude également autour du deep work. Je trouve ça intéressant de parler de comment se construisent les habitudes, et puis tu en parles également dans ta newsletter. Ouais. Il y a un schéma qui existe, qui est assez réputé. Je peux te laisser le présenter ? Ouais, bien sûr, avec plaisir. Donc c'était un livre d'ailleurs que j'avais lu quand j'étais dans mon ancienne boîte, qui s'appelle Atomic Habits, que les gens connaissent plus ou moins. C'est quand même un livre assez connu. Et en effet, il met en avant un schéma en 4 étapes pour la construction et du coup la déconstruction. Ouais. On va le voir d'habitude. Donc 4 étapes. Le signal. Donc c'est ce qui donne à ton cerveau, on va dire, l'opportunité d'une récompense, quelle qu'elle soit. Ça peut être un bruit, une notification, un sentiment. Ça peut être, ça peut être tout ça, un signal. Il y a 2 types de signaux du coup. Il y en a. En fait, il y a ceux de l'extérieur, par exemple les notifs, etc. Ouais. Et ceux qui sont plus profonds, qui sont plus internes, que tu reçois, que tu ressens plutôt du coup. Ouais, exactement. Ça peut être, exactement, de l'externe, donc des bruits, des notifications, même un truc visuel. Hein. Ça peut vraiment être. En fait, je vois le paquet de bonbons, par exemple. Ouais. Bon, évidemment, je prends l'exemple cliché, mais voilà. Là, c'est le signal pour que j'aille en prendre un ou pour que il se passe quelque chose. Et donc, c'est vraiment ton cerveau qui détecte l'opportunité d'une récompense. Faut savoir qu'une habitude, c'est vraiment un raccourci mental que ton cerveau a fait pour économiser de l'énergie. C'est-à-dire qu'il a identifié par essai-erreur ce qui allait lui rapporter des récompenses. Et du coup, il va donner de la force, on va dire, à ce signal, ou pas de force d'ailleurs, en fonction de la récompense qu'il a eu la première fois. Et donc, en fait, c'est une sorte d'intérêt composé qui se passe, où en fait, on va être de plus en plus ancré dans notre comportement. Et donc, la première partie, c'est le signal. La deuxième partie, c'est l'envie. Donc, ça va être la force de motivation qui va te pousser à aller agir. La troisième étape, c'est justement la réponse. Donc, c'est, on va dire, l'habitude en elle-même, l'acte en elle-même. La réponse donc c'est signal ou déclencheur, d'ailleurs, c'est un peu les 2 mots. Envie, réponse, récompense. Okay. La dernière, c'est la récompense. Donc, c'est vraiment ce que ça va t'apporter. Donc, on pourra un petit peu en parler, mais c'est vraiment la dopamine, donc appartenant à ton système de récompense interne, où ton cerveau va se dire « Ah, ok, donc à partir de ce signal, j'ai fait ça, ça m'a apporté du plaisir. C'est bien, ça, faut que je recommence. » Et c'est exactement comme ça que ça se passe, les habitudes. C'est vraiment un ancrage de comportement et ton cerveau a identifié que c'était positif. Alors évidemment, tout ce qui est positif pour ton cerveau n'est pas forcément positif pour toi. Donc, si on entre vraiment dans le vif du sujet de ce qui nous intéresse, c'est vraiment les écrans notamment ont un petit peu hacké ce système d'habitude. Ouais. En fait, ils se sont rendus compte qu'on pouvait un peu perturber le système de récompense, notamment le système dopaminergique. Et en fait, ils vont s'installer un petit peu dans ces habitudes et faire qu'on s'ancre de plus en plus sur aller prendre ton téléphone dès que tu as une notification, ou alors dès que tu t'ennuies ou dès que ta tâche est un petit peu trop complexe, hop, je vais aller ouvrir un autre onglet. Donc voilà, c'est toutes ces habitudes-là qui s'ancrent parce que le fait de faire ça va t'apporter beaucoup de dopamine. Donc évidemment, c'est fait exprès pour ça. Hein. Ces plateformes-là sont designées pour t'apporter de la dopamine. Donc ça, il faut vraiment
beaucoup de gens le savent, mais en même temps peu vraiment le comprennent vraiment. C'est des plateformes, des outils qui sont designés pour te capter, pour s'ancrer dans tes habitudes et pour devenir de plus en plus réflexe. Donc, ouais, je t'en prie. Je dirais même qu'elles rajoutent dans ce modèle-là que les plateformes, elles ont rajouté une catégorie à la toute fin, qui est celle de l'investissement, entre guillemets. C'est-à-dire que quand tu fais tes actions sur l'application, en fonction de tes actions, justement, en fonction de la récompense, parce que en vrai, la récompense, tu le disais tout à l'heure dans la partie un peu gamification, elle est variable. Si tu gagnes tout le temps, ça va vite t'ennuyer. Alors que si tu perds tout le temps, ça va vite t'ennuyer. Donc, il faut que ça soit variable. Il faut que tu aies à la fois des moments où ça te plaît et où ça te déplaît. Ouais. Et justement, ces applications captent quand ça te plaît et elles récupèrent des données, qui est cette partie-là, investissement, et qui te permet par la suite de mieux te recapter et de mieux renforcer cette boucle. Exactement, ouais, c'est exactement ça. Et si je prends l'exemple d'un TikTok, par exemple, ou d'un Instagram, dans ce que tu appelles le renforcement intermittent, c'est vraiment on va dire une des tactiques qui est utilisée par ces plateformes-là. En effet, si tu n'es jamais intéressé par quelque chose ou par une plateforme, tu vas t'en aller assez vite. Et pareil, en fait, si tu es toujours intéressé, tu vas bloquer sur quelque chose, tu vas creuser, etc. Et ça, c'est pas ce qu'ils veulent. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que tu jongles, que tu switches, que tu changes et que tu ailles voir un petit peu tout ce qui se passe, quoi. Et en effet, comme tu dis, c'est un renforcement variable. Donc, c'est exactement comme les machines à sous. C'est l'espoir qui te fait rester. C'est exactement ce qui se passe avec TikTok. C'est l'espoir de voir une vidéo qui t'intéresse qui va te faire rester et où tu vas continuer à scroller. Voilà, ce mouvement similaire à la machine à sous. Voilà, exactement. C'est de haut vers le bas, etc. Et c'est vraiment une machine à sous 2.0. TikTok, Instagram, etc. Et donc, c'est une habitude qui s'ancre avec une facilité, mais déconcertante, parce qu'en fait, ils exploitent tout simplement les failles du cerveau. Le cerveau, c'est quelque chose qui n'a pas beaucoup bougé depuis des dizaines de milliers d'années. En revanche, la manipulation qu'on en fait, elle est tout à fait récente, quoi. Et elle est de plus en plus forte. C'est ça qui est assez inquiétant, et c'est ça un petit peu que j'essaye de faire prendre conscience aux gens, dans ma newsletter notamment, mais même quand j'en parle, c'est devenu un petit peu mon cheval de bataille. Ouais. Parce que je vois à quel point en fait les gens qui n'arrivent pas à s'en sortir, c'est devenu des vrais automatismes pour eux, et je vois que ça les démotive, que ça les inhibe dans ce qu'ils font. Ils sont un peu apathiques, ils font moins de choses, ils perdent du temps. Pourtant ils ont toujours l'impression de courir après le temps, donc c'est toujours un paradoxe assez marrant. Mais bref, c'est quand même des sujets assez graves, je trouve, pour en tout cas les gens qui subissent. Et pour un petit peu... C'est une majorité de la population en plus de ça. Ouais, complètement. Il y a une phrase que j'aime beaucoup d'Olivier Babot qui a écrit La tyrannie du divertissement, qui est: la technologie est un super serviteur, mais un très mauvais maître. Et c'est exactement mon point de vue. C'est-à-dire que, et moi le premier, j'écris... et c'est un petit peu évidemment ce qu'on me fait remarquer de temps en temps. Ma newsletter, elle est lisible que sur un écran. Mais l'écran, c'est pas la chose problématique en soi. Il y a du temps d'écran positif. L'important, c'est que le temps d'écran t'apporte de la valeur, en tout cas soit intentionnel. Si tu vas regarder une vidéo YouTube parce que tu as envie de t'intéresser à un sujet et que tu la regardes, là, il n'y a pas de problème. En revanche, c'est le moment de la perte de contrôle qui est un petit peu plus grave et qui là te tire vers le bas. Donc c'est plutôt ce qu'on en fait. Voilà, et je suis persuadé que demain, la compétence ultime, ce ne sera pas maîtriser les réseaux sociaux et maîtriser la technologie, l'IA et tout, ce sera plutôt se maîtriser, quoi. Ouais. C'est intéressant. Ce podcast est sponsorisé par Crisp. Il y a un défi que la majorité des entreprises rencontrent, c'est le fait d'être submergé par les messages et d'avoir du mal à y répondre rapidement. Et Crisp, c'est la solution à ce problème. En centralisant tous vos canaux de communication au sein d'une même plateforme, en automatisant des réponses avec des chatbots et en créant une base de connaissances pour rendre vos clients autonomes, Crisp vous assure que chaque personne se sente entendue et aidée en un rien de temps. Et si vous souhaitez savoir ce qui rend Crisp vraiment spécial, voici quelques arguments. Des tarifs super attractifs avec une offre gratuite pour ceux qui se lancent, une adaptabilité à tous les secteurs d'activité, et pour couronner le tout, c'est du Made in France. Alors si vous souhaitez transformer votre relation client et offrir une expérience hors norme, cliquez sur le lien dans la description et démarrez votre aventure avec Crisp. Pour revenir du coup sur les habitudes, tu sais,
je t'avoue que je ne sais pas, mais tu sais à partir de quand est-ce qu'une habitude, elle se crée? Alors, il y a plusieurs écoles. Au début, moi, je sais pas, j'avais entendu que c'était 21 jours. Ok. Et en fait, en lisant plus d'études, et notamment James Clear, l'auteur d'Atomic Habits, qui en parle, ce serait plutôt 66 jours. Ce qui, moi, personnellement, me semble un peu plus pertinent parce que, bon, les habitudes, évidemment, on a tous des habitudes qu'on essaie de mettre en place, notamment là, tu vois, aujourd'hui... on est quasi fin janvier, il y a les bonnes résolutions qui sont arrivées. Donc déjà, je pense beaucoup d'habitudes ont été stoppées avant 30 jours. Et surtout, je trouve que 21 jours, c'est pas beaucoup, quoi. Il suffit d'une semaine où tu pars en vacances ou j'en sais rien, où tu fais une pause, où tu es un peu malade, etc. Et où tu as un peu moins de motivation pour continuer tes habitudes. Bon, 21 jours, ça fait pas grand-chose. 66 jours, tu as vraiment le temps de l'ancrer. Bon, et je dis 66 jours, c'est James Clear qui le dit. Moi, je suis pas un scientifique à proprement parler. Mais alors du coup, elle se crée sur 66 jours, ou plus ou moins, on va dire, à partir du moment où tu la réalises tous les jours ou pas? Alors, l'idéal, en effet, c'est de la réaliser tous les jours. Mais il y a une... Alors, c'est pas James Clear, c'est quelqu'un d'autre dont je perds le nom. Mais qui disait un truc très juste, je pense, qui est de pas louper 2 fois d'affilée. Ok. Voilà, je sais pas si tu es au fait de cette j'ai entendu cette citation, ouais. Mais ouais. Que quand tu rates au bout du 2e jour, c'est trop tard, ou ça casse un cycle. Si tu rates 2 fois d'affilée, c'est là où ça pose un problème et où du coup tu as dit à ton cerveau que c'était possible de louper 2 jours, quoi, aussi. Donc du coup il va avoir plus de facilité à se dire bon, je l'ai déjà fait, pourquoi pas le refaire, quoi. Donc ouais, moi j'essaye au maximum dans les habitudes que je prends, et je suis un peu un mania des habitudes, j'ai beaucoup de routines, etc. Ouais. J'essaye au maximum de vraiment jamais louper. Mais tu vois, je suis malade, donc il y a pendant un jour, je vais me dire bon, là je sais pas, je me sens pas bien, etc. Le lendemain, même si je suis toujours un peu malade, je vais essayer de les faire absolument parce que je sais que c'est important de garder la discipline, quoi. Ok, super intéressant. Et alors du coup, la question c'est comment est-ce qu'on déconstruit une mauvaise habitude? Ouais. Et ben James Clear du coup est assez passionnant à ce sujet parce que justement il met en avant ce schéma dont on a parlé tout à l'heure, donc de signal ou déclencheur, envie, réponse, récompense. Et en fait lui va dire tout simplement que pour déconstruire une habitude, il faut agir sur l'un ou sur plusieurs des 4 étapes. Par exemple, si je prends un portable dont le signal est une notification Instagram, où du coup l'envie va être la force de motivation va être bon. Je vais me lever et je vais aller voir ce que c'est cette notification, ce qui s'est passé dans mon feed, etc. Ensuite, ma réponse, ça va être de vraiment entrer sur l'application et de scroller, etc. Et la récompense, ça va être les petits shots de dopamine qu'on connaît tous. Ouais. James Clear, il va dire, bon, justement, on va essayer d'aller rendre le signal moins attrayant et plus invisible. Donc, on va, par exemple, enlever les notifications. C'est tout simple, mais au final, peu de gens le font. Donc, on va enlever les notifications. Si c'est pas suffisant, on va mettre le portable dans une autre pièce, par exemple. Parce que du coup, on va pas voir le signal. Et en rendant le signal invisible, fatalement, l'habitude, elle s'enlève un petit peu. Ensuite, donc on a ce signal, ce déclencheur-là qu'on peut essayer d'enlever. On a aussi l'envie qu'on peut essayer de rendre un peu moins attrayante. Donc, typiquement, l'exemple du téléphone en noir et blanc, c'est une assez bonne idée, je trouve. D'ailleurs, moi, mon téléphone, il est quasi tout le temps en noir et blanc. Parce que, en fait, ce qui participe à ta motivation à aller sur ton portable et aller voir l'application Instagram, c'est la couleur, c'est tout ce qui est mis en place pour te titiller l'œil, quoi. Donc là, en mettant un peu moins de sexiness... Il y a des études par rapport à ça, justement ? Ouais. Alors, je ne saurais pas... je documente à chaque fois mes newsletters. Je me source un petit peu de tous les papiers scientifiques, les bouquins, etc. Donc, je n'aurais pas les noms. Mais en effet, ouais, le noir et blanc, ça a été prouvé comme étant quelque chose qui permettait d'arrêter... de regarder beaucoup moins son portable, parce qu'en fait on va trouver ça fade, quoi. Tout simplement, c'est moins sexy, c'est moins attirant pour l'œil. La notification et la couleur rouge, tu vois, qui est fait vraiment pour nous attirer, là elle est plus du tout présente. Tu vois, même aller regarder des photos ou sur Instagram quand c'est en noir et blanc, c'est pas génial, quoi. Donc voilà, l'envie pas très attrayante. Après, la réponse, c'est là où on va rentrer dans les trucs intéressants, c'est que ouvrir la réponse, donc c'est-à-dire ouvrir Instagram par exemple une fois que tu es sur ton portable, on va pouvoir mettre un peu de friction pour éloigner, en tout cas augmenter le nombre d'étapes entre toi et l'ouverture d'Instagram.
Donc par exemple, mettre Instagram sur la 6e page de ton téléphone. Moi, c'est le cas. Parfois, on y reviendra, mais je désinstalle Instagram, je le réinstalle, etc. C'est d'ailleurs aussi une friction de désinstaller l'application pour devoir la réinstaller dès que tu veux la réutiliser. C'est quand même une vraie friction. Et en fait, en augmentant le nombre d'étapes entre toi et l'habitude, ça va permettre de rendre un peu plus difficile la réponse. Voilà, si tu as des questions, n'hésite pas. Franchement, je suis dans un flow là. Parfait. Non, je t'écoute. Ouais. Et la récompense, alors c'est un petit peu plus compliqué parce qu'évidemment, la récompense est assez bien pensée du point de vue notamment des réseaux sociaux, en tout cas de tous les acteurs de l'économie de l'attention. Mais par exemple, James Clear donne une idée assez marrante et que j'essaie un peu de mettre en place parfois. C'est, en fait, il faut que la récompense, elle soit plutôt négative. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va m'arriver de mal, en fait, si j'ouvre Instagram ? Donc évidemment, plein de ressources qui font comprendre que c'est mal sur le long terme d'utiliser trop Instagram, etc. Mais sur le court terme, tu dis, vas-y, j'ai envie de me détendre, etc. Donc James Clear, il dit, justement, tu fais un challenge avec tes potes, par exemple, et tu dois leur montrer, j'en sais rien, ton temps d'écran à la fin du mois. Et si c'est en dessous, au-dessus d'une heure, tu leur dois 500 balles. Tu vois. Ok. Donc en fait, tu peux te mettre des petits challenges pour tu vois, réduire ton temps d'écran, essayer de moins aller sur Instagram. Tu as plein de trucs comme ça pour rendre un peu plus négative cette récompense et un petit peu hacker ton cerveau, tu vois, si je puis dire. Ok. C'est un petit peu ça. Trop stylé. Écoute, j'avais noté plein d'habitudes justement sur mon tel. Et je voulais Parle-moi de tes habitudes. Je voulais te proposer un jeu. T'en as cité beaucoup. Je voulais te proposer un jeu. C'est basé sur tes expériences perso. Ouais. Il y a des habitudes que j'ai notées que tu as dites. Je te propose de les... Je suis désolé, c'est pas un exercice forcément très... C'est vraiment pour vulgariser. Ouais. Mais je te propose de noter ces habitudes de 1 à 10. Ouais, 10, ça t'a aidé de fou. Ouais. 1, ça t'a pas trop aidé, quoi. Ok. Et si je les ai pas testés, je te le dis. Tu peux me le dire, ouais. Okay. Aucun problème. Tu disais que tu avais beaucoup d'habitudes. Ouais. Les trackers d'habitude ou un tracker d'habitude. Tu mettrais combien sur 10 en fait, je sais que ça marche pour pas mal de gens. Moi, j'ai du mal. Ok. Moi, j'ai du mal. Donc, personnellement, je mettrais un 3 ou un 4. Quoi. Ok. Maintenant, on m'a justement beaucoup fait de retours. Il y a pas mal de gens qui utilisent des trackers d'habitude. Justement pour voir un petit peu non, mais là, faut pas que je loupe un deuxième jour, etc. Donc, c'est vraiment des trucs que tu fais le soir, un petit peu en mode journaling. Honnêtement, je pense que ça marche pour pas mal de gens. Ça fait un petit peu un bilan. Ça te permet de voir où t'en es. Donc, justement, on parlait du flow et de savoir où t'en es avec un peu la barre de progression. Ça te permet de voir ton évolution. Donc, non. En fait, je dis 3 ou 4 pour moi parce que ça n'a pas tellement marché. Ouais. C'est peut-être ma personnalité. Mais je mettrais plus dans je pense, l'utilité qu'elle a pour les gens, quoi. Pour moi, perso, ça marche beaucoup, tu vois. Ouais. Mais chacun, je pense, doit se construire son système. Et c'est ça aussi que tu as... Et du coup, ça m'intéresse, tu le fais le soir, Je le fais le soir, ouais. Mais je vois ça un peu comme un jeu, tu vois. Ou alors, je le fais pas forcément le soir, je le fais... Tu vois, par exemple, le soir, ça va plus être des habitudes du style... aujourd'hui, j'ai pas bu d'alcool. J'essaie de pas boire d'alcool, mais aujourd'hui, j'ai pas bu d'alcool. Ouais. Quand je viens de faire une séance de sport, je le coche directement. Donc en fait, c'est pas forcément que le soir, c'est aussi dès que quelque chose vient d'être fini, je trouve ça cool de me dire ok, tu coches la case, quoi. Ouais, ça fait un petit shot de dopamine mais positif au cours de la journée également. Ouais, je vois. Donc après, y en a qui diront que c'est une perte de temps de le faire pendant la journée et de le refaire le soir. En vrai, moi je le fais pas forcément pour le temps, je le fais pour le fun, tu vois. Ouais. Donc ouais, non, ça dépend. Voilà. Trop bien. Je tenterai peut-être encore. Hein. Parce que je reçois quand même ce feedback pas mal. Donc, je pense que je vais y retenter. T'as une app en particulier ou c'est juste tu le fais sur un carnet Ouais, je peux te dire. Attends, je sais pas. C'est HabitKit. HabitKit. Ouais, okay. super app. Okay. Très simple. Et ouais, super app. Tout à l'heure, tu disais que tu utilisais un casque à réduction de bruit. Ouais. Moi, j'ai envie de te dire la musique pour entrer dans un état de flow. Moi, c'est 9. Hein. Ok. Ouais, moi, c'est 9. Alors après, tu vois, c'est assez marrant. Hein. Moi, j'ai toujours écouté un peu, toujours depuis quelques années, en tout cas, de l'ASMR, des trucs comme ça. Ouais. Bon, de l'ASMR assez soft. Hein. J'écoutais pas des
des trucs de poisson, de pieuvre, un truc un peu bizarre, des trucs de dégustation. Bon, c'est pas vraiment mon truc. Mais tu vois, de la ASMR, des petits bruits comme ça. Pour te dire, quand je passais des concours à l'époque, donc il y a 8-9 ans, j'écoutais de la pluie ambiante à la bibliothèque, tu vois. Donc j'ai toujours écouté un peu des bruits pour me mettre dans un mood. Et là, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Lo-Fi Girl, qui a 14 millions d'abonnés, hein, donc c'est pas du tout un secret ou quelque chose de particulier, mais ça aide, ouais. C'est une sorte de rituel. Je pense que le rituel aide beaucoup à se mettre dans un état de concentration et de flow. Et moi, c'est mon rituel. Je prends mon café, tu vois. On parlait des habitudes de deep work. Moi, je prends mon café. Donc, j'ai mon petit réflexe, voilà, d'être un peu cosy, etc. Et je me mets Lo-Fi Girl dans les oreilles. Okay. Donc moi c'est un 9 clairement. Donc voilà, Lo-Fi Girl, il y a un peu de beat hip-hop, mais il y a aussi des trucs un peu plus chill, tout ça. Mais ouais, moi je mettrais 9. Ouais, t'en écoutes toi? Ouais, moi je mettrais un bon 9 aussi, ouais. Après ça dépend ce que je fais aussi, parce qu'il y a des tâches que tu ne peux pas faire avec de la musique, tout ce qui est montage vidéo, etc. Mais ouais, si c'est pour de la recherche ou de la préparation, je peux mettre de la musique, ouais. Trop bien. Supprimer les couleurs de son tel. Ouais, ça. Tu le disais, ouais. Ouais, ça, un 7-8 quoi. Ouais. Si on note sur 10, hein, bien sûr. Mais ouais, je dirais 7-8. Parce qu'évidemment, c'est pas ça qui va non plus. Moi, je sais que je reçois évidemment pas mal de témoignages de gens qui me disent ah bah moi j'ai testé ça, etc. Et le noir et blanc, ça marche pas pour tout le monde. T'en as qui trouvent ça très fade et qui n'ont pas l'impression que ça change énormément leur côté un peu réflexe, tu vois. Et après, eux, ils utilisent aussi d'autres choses. Moi, ça me déprime un peu, donc j'ai du mal à le mettre. Mais c'est le but, hein. C'est le but. C'est le but. Exactement. Mais je comprends que ça marche. J'avais mis en place un truc par un moment, c'est quand j'appuyais 3 fois sur mon bouton de verrouillage, ça activait ce mode noir et blanc, en fait. Ouais, je crois que c'est un raccourci. C'est sur iPhone. T'as un iPhone. Ouais. Moi, je suis sur Android, donc ça marche pas pareil. Mais je crois qu'il y a des raccourcis assez faciles, ouais. Donc c'est un raccourci que je m'étais mis, comme ça je peux switcher assez facilement, mais au final je me suis rendu compte que je préférais forcément tout le temps être en couleur, quoi. Je suis d'accord que ça déprime, c'est le but, et c'est pour ça que tu vois, en donnant des conseils, etc., il n'y a pas de recette miracle, chacun fait vraiment avec son quotidien, ce qu'il a envie de mettre en place, qui lui convient dans ses valeurs. Tu vois, un photographe, il va pas mettre en noir et blanc son téléphone. Enfin, j'imagine, hein, tu vois, ou quelqu'un qui passe sa vie sur les réseaux, qui doit poster des trucs, etc. C'est un peu compliqué de pas avoir de couleur, quoi. Donc eux vont mettre d'autres trucs en place et le noir et blanc, ça va pas marcher. Donc il y a des trucs que moi je recommande à tout le monde. On pourra en parler. Il y a des outils vraiment qui sont pour moi game changer. Mais voilà, le noir et blanc 7-8 comme pour moi. Ok. Tout à l'heure, tu disais que tes slots de productivité sur du deep work, tu les organisais pendant 2 heures, du coup. Ouais. La méthode Pomodoro, donc, qui consiste à bosser 25 minutes avec 5 minutes de repos. Enfin, de repos. Ouais. Tu en penses quoi? Alors, en fait, moi, je l'ai fait un peu d'instinct. J'ai jamais trop intellectualisé le fait que j'étais en train de faire du Pomodoro. Ouais. Moi, j'aime pas trop le 25 minutes, 5 minutes. Je trouve ça assez court. Notamment le matin, où je sais que je peux arriver à me concentrer. En tout cas, que je fais tout pour faciliter ça. J'arrive à me concentrer pendant 45-50 minutes, vraiment, vraiment à fond, quoi. Okay. Et après, je fais mes 10 minutes de pause. Pour moi, important de faire des pauses sans écran pour régénérer sa capacité d'attention, de concentration, etc. Donc je vais promener mon chien, ou je vais marcher juste tout simplement, ou alors je vais faire une pause, tu vois, je vais tourner un peu dans ma maison, je vais faire des trucs, mais j'essaye vraiment de déconnecter un petit peu, et après je reviens avec une sorte de regain d'énergie. Mais pour moi c'est plutôt 50 minutes, 10 minutes de pause, tu vois. Ok. Ouais, c'est plutôt ça. Ok. Tu parles de marche, du coup. Ouais. Ça aussi, c'est une bonne technique. Pour moi, je mettrais 10. Ok. C'est le truc. Ouais. Alors, il y a pas mal d'études qui montrent que c'est une activité qui restaure énormément tes capacités cognitives. Et donc, à la fois pendant et après. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est que pendant ta marche, notamment si justement tu n'as pas d'autres sources de contenu ou si tu n'es pas sur ton téléphone, etc., c'est dans ces moments-là où tu vas avoir, un peu comme dans la douche, les meilleures idées. C'est les moments où tu vas faire des associations d'idées que tu n'aurais pas faites quand tu es vraiment en période de concentration. Donc c'est des trucs qui sont paradoxalement très productifs.
de couper parfois. Et la marche, moi, ça fonctionne à fond sur moi, notamment quand il fait froid. J'ai l'impression que ça me rafraîchit l'esprit, le cerveau, etc. Voilà, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est Ouais, peut-être bien un sûr. peu une lubie Non, je lunaire. comprends, ouais. Mais ouais, moi, la marche marche beaucoup sur moi. Même, tu vois, la nouvelle trend des walking meetings. Donc, c'est vraiment... Il y a peu d'entreprises qui le font encore en France. Tu peux m'expliquer ce que c'est ? C'est en fait faire des réunions en marchant. Ok. Avec, si tu vois, si tu as 3-4 personnes dans la réunion, hop, on marche ensemble. Ok. Et on va parler des différents sujets. Alors, ça peut pas marcher avec C'est toutes pas les mal. réunions. Par exemple, les trucs que tu dois marquer sur un tableau, etc. Où il y a d'autres trucs, évidemment, qui marchent pas. Mais en fait, les réunions, à la fois aplanissent un petit peu la hiérarchie. Tu te sens un peu plus proche des gens avec qui tu parles. Tu connectes plus. Et en fait, cette activité-là te permet aussi de créer des synergies beaucoup plus intéressantes en marchant. Et donc, dans la Silicon Valley, ils font beaucoup ça. Je sais que tu vois, Mark Zuckerberg, il fait beaucoup d'entretiens d'embauche en marchant. Et on faisait un petit peu ça dans mon ancienne boîte. Et j'essaie de le faire. Bon, alors, j'ai pas d'associé, donc je le fais tout seul ou je fais marcher avec ma copine, etc. Mais moi, ça m'aide complètement. C'est vraiment une activité, qu'on le veuille ou non, qui est productive. Elle t'aide à te régénérer, à restaurer cette capacité d'attention qui est un petit peu malmenée au quotidien. Ouais. Donc sous-côté. Voilà, ça devient surcoté, sous-côté. C'est aussi un jeu que j'ai en tête avec d'autres invités. Ouais. Ok, trop bien. Bah, t'as d'autres habitudes en tête là que j'ai pas citées ? Alors moi, on va dire que mes habitudes sont principalement le matin et le soir. Donc j'ai pas envie de tomber dans le miracle morning, etc. Mais c'est quand même le matin, c'est quand même des choses, enfin un moment où tu donnes un ton à ta journée. Donc ce ton peut être le ton de la concentration et de la clarté mentale, comme il peut être en te levant par exemple et en scrollant directement sur ton téléphone, le ton de la distraction, le ton du brouillard mental. Et donc moi le matin, c'est vraiment réglé comme du papier à musique. C'est vraiment, je me lève, je vais me doucher, je fais ma petite routine beauté, voilà. Je promène le chien. Tout ça évidemment sans écran. Alors on reparlera, mais moi j'ai un réveil, ce qui me permet du coup de mettre mon téléphone dans une autre pièce. Ok. Quick fix que je recommande à tout le monde d'acheter un réveil. Et de mettre son téléphone dans une autre pièce quand tu dors. Ça permet à la fois d'éviter que ce soit la dernière chose que tu fais avant de te coucher et que ce soit la première le matin. Donc c'est vraiment un quick fix que tout le monde peut faire. C'est 10-15 balles, un réveil sur Amazon, etc. Donc voilà, donc j'ai cette habitude-là d'aller promener le chien. Ensuite, voilà, je le nourris, etc. Ensuite, je me mets à bosser, je prends mon café, je mets mon casque anti-bruit, ma musique. Je fais ma session de deep work. J'essaie vraiment de faire une ou deux sessions très concentrées jusqu'à à peu près midi et demi. Je mets jamais aucun rendez-vous le matin. En tout cas, quasi jamais. Parfois, je mets des petits cafés, tu vois, assez tôt le matin, si je dois rencontrer des gens, etc. Mais mes rendez-vous sont tous l'après-midi. Et donc voilà, je fais ça globalement la matinée. Et le soir, ça va être arrêt du portable à 22h. Ok. Lecture au moins une demi-heure avant de me coucher. Je vais marcher 3-4 fois par jour. Après le déjeuner, soit je fais une sieste, soit je vais marcher. Ça dépend un petit peu des moments. Bon, je te dévoile un peu toute mon intimité, mais voilà. C'est super intéressant entre nous. Ouais, je mets même mes pauses dans mon agenda, quoi. C'est-à-dire que pour moi, ça participe vraiment à une journée accomplie. Tu structures vraiment toute ta journée sur ton agenda ? Ouais, j'essaye. Ok. J'essaye, ça marche pas sur tout le monde. Je sais que ça marche quand même sur beaucoup de gens, de faire du time blocking, de dire bah voilà, de 9h à 11h ce sera cette tâche-là, ensuite de 11h à 11h20 je fais cette pause-là. Ça te permet de voir arriver la récompense, la pause, etc. Ça te permet moi ça me permet d'être beaucoup plus clair d'esprit quand je travaille. Voilà, et après j'ai des outils qui servent mes habitudes. Donc là, je rentre un peu dans les conseils, tu vois, que je donne à tout le monde, mais pour moi, il y a deux outils que j'utilise au quotidien, un sur portable, un sur desktop, pour être moins déconcentré, en tout cas pour pas perdre de temps. Sur desktop, c'est Newsfeed Eradicator. Ok. Je sais pas si tu connais. Mais je veux bien savoir plus. Ouais, c'est une app qui va en fait faire disparaître tes fils d'actualité, donc que ce soit sur LinkedIn, YouTube, Insta, Facebook, etc.
Ok. Et qui va remplacer ça par une citation. Donc il n'y a rien à voir, quoi. Et donc en fait, tu vas aller, avec cette extension Chrome, tu vas aller sur Twitter ou sur LinkedIn, et en fait, tu vas rien voir. Et ça, en fait, ça crée une friction énorme. Tu te dis, ah mais en fait, d'accord, pourquoi je suis venu? En fait, je n'avais pas besoin de venir, juste, vas-y, je vais prendre une pause, etc. Donc ça me permet, moi, d'éviter d'aller scroller pendant toute la journée de travail, et ça, c'est du pain béni. Et sur mon portable, j'ai une application qui s'appelle OneSec, qui est absolument géniale, et qui permet de mettre 10 secondes de temps d'attente avant de rentrer sur l'application de ton choix. Donc évidemment, tu vas choisir les applications problématiques, Instagram, LinkedIn, Twitter pour certains. Et en fait, ça va te donner un petit peu plus de conscience de toi. Ce que Gloria Mark, dont je parlais tout à l'heure, appelle la méta-attention, c'est-à-dire faire attention à ton attention. C'est-à-dire que là, tu vas prendre conscience de « Ah d'accord, là pourquoi j'y suis allé, quoi ». En fait, j'ai aucun désir d'y aller, j'ai aucun intérêt, j'ai rien à voir. C'est pas du tout intentionnel, donc c'est subi. Et donc là, 50-60% du temps, même si ce n'est plus, tu vas reposer ton portable et tu vas pas aller scroller, quoi. Ok. Donc c'est 2 outils vraiment géniaux pour éviter ça. Le premier, je l'utilise, mais moi, je passe beaucoup de temps sur YouTube, du coup. Ouais. C'est pas le même nom. Je pourrais te redire et je mettrai. Je crois qu'il y a pas Split, mais il y a un truc comme ça. Peut-être, je sais crois qu'il y a plus. une autre extension. Ouais. Mais ouais, c'est une extension que tu actives et en fait, ça te coupe toutes tes vidéos recommandées, toutes les vidéos sur la page d'accueil. Donc en fait, t'as une grosse page blanche et ouais, non, c'est super ça aussi. Ouais. Bon, ça déprime un peu, hein, comme tu disais. Ouais, mais je le mets pas constamment, je l'active que parce qu'en vrai, l'algo YouTube parfois me fait découvrir des choses bien aussi. Je crache pas dessus. Mais quand je veux être focus, des fois je l'active, ouais, et c'est pas mal par rapport à ça. Ouais. Ouais, non, franchement, je recommande vraiment, en tout cas, quelques outils qui permettent on va dire, de protéger ta concentration, qui est quand même le socle de la réussite, quoi. Et même de la valeur que tu tires de ce que tu fais. Donc voilà, c'est un petit peu méta, hein, mais c'est vraiment une des choses qui m'intéresse dans ce sujet, hein, c'est que en fait, plus tu creuses, plus tu te rends compte que c'est vaste et que ça touche à des choses profondément humaines et qui vont être de plus en plus fragiles et d'autant plus précieuses que tu vois, l'intelligence artificielle arrive. Donc en fait, les facultés cognitives très humaines, la faculté de penser de manière critique, de manière profonde, c'est hyper important. Et il y a des tendances qui sont assez inquiétantes. Enfin, j'avais vu une étude qui disait que 49% des gens disaient que la pensée profonde avait disparu à cause de toutes les distractions et de la capacité d'attention qui baissait, quoi. C'est quand même assez important. Et ça montre qu'il va juste y avoir une vraie différence, maintenant une vraie différenciation entre ceux qui arrivent à tirer parti de la technologie sans en extraire, sans en perdre de contrôle, et ceux qui subissent. Clairement. Et c'est pour ça que j'invite les personnes qui regardent cette vidéo, qui écoutent ce podcast à suivre ta newsletter, Screen Break. C'est très gentil. Qui est vraiment super. Et en plus, c'est encore le début. T'as quoi, 20 éditions, ouais, là, je viens d'écrire la 21e édition. Ok. Notamment sur la lecture. C'est un peu une ode à la lecture, mais plus globalement à ce qu'on fait de notre temps libre. Et en quoi le temps libre peut être soit une source d'élévation, soit une source d'aliénation, disons. Ok, super. Ouais. J'ai une dernière question à te poser. Entre le moment où tu as commencé à t'intéresser à ces sujets dont on parlait en début de conversation, où tu t'es rendu compte qu'il y avait vraiment une problématique, et aujourd'hui, est-ce que tu as pu voir une différence au niveau de ton temps d'écran ? Ouais. Si tu devais le chiffrer. Alors, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que moi, je suis pas scientifique de base. J'ai fait une école de commerce. Donc j'ai pas fait de thèse sur le sujet. Ce que j'essaie de faire, c'est de me documenter, de vulgariser ensuite. Mais ce qui est intéressant, c'est que grâce à ça, je clarifie mes idées, je structure un petit peu mes connaissances, et donc de ce fait, je deviens un patient expert. Et donc je teste sur moi plein de choses, donc plein de routines, plein d'outils, et donc j'essaie d'être la meilleure version de ce que je veux donner aux gens. Donc fatalement, mon temps d'écran, il est très 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 réduit. Ouais. Évidemment, il y a toujours une marge de progression. Je suis pas le meilleur, notamment sur ordi. Je me déconcentre quand même assez souvent, etc. Mais sur mon portable, c'est devenu une brique, quoi.
quasiment. Je m'en sers jamais. Je peux passer des journées entières sans le regarder. Ok. Certains amis me font un peu la gueule parce que je mets du temps à répondre. Mais ça, je suis même pas sûr que ce soit. Je pense que je le faisais déjà avant. Donc voilà. Mais voilà, c'est vraiment devenu une brique et ça doit le rester. En tout cas, ça doit juste être un outil qui nous tire vers le haut, une extension qui nous sert à progresser, à apprendre, à connecter quand même avec les gens, etc. Mais pas qui nous aliène et qui nous fait perdre du temps, quoi. C'est vraiment le message que j'aimerais faire passer, parce que je pense que c'est assez critique, quoi. Ok. Super. Merci beaucoup, Julien. Merci à toi, Léo. C'était un plaisir.